Si on prenait le temps, c'est sur CNews, nous sommes en direct, il est 17h bientôt. Aujourd'hui, je reçois Alain Minc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, ravi de vous recevoir pour avoir votre regard sur l'actualité, pour discuter avec vous, conseiller politique, économiste, essayiste. Vous êtes plutôt jupéo-macroniste, bref, vous êtes macroniste. Je pourrais vous résumer en 3 mots, économie, pouvoir, politique, encore peut-être en 2 mots, économie et politique. Vous savez certainement plus sur nous, sur ce qui se passe en ce moment à l'Élysée, mais je sais que vous ne nous direz pas tout. En tout cas, ce que vous nous dites, ça nous intéresse. Y a-t-il un couac dans ce remaniement? On voudrait le savoir. Comment jugez-vous Emmanuel Macron? On aimerait bien avoir votre regard. Vous qui l'avez aidé un peu au départ à rentrer effectivement à la Banque Rothschild avant de s'aventurer dans la politique. Est-ce que vous approuvez le face-à-face côte à côte qu'a lancé Gérard Collomb? Très intéressant sur les inégalités, on en parlera. Peut-être aussi un petit mot sur le pape, cette sortie. Est-ce qu'il est allé trop loin? On en parlera avec Alain Minc, on se retrouve dans un instant, si on prenait le temps. 17h09 sur CNews, nous sommes en direct dans Si on prenait le temps. Notre invité Alain Minc, économiste, essayiste et un vrai regard sur la politique. Est-ce que vous êtes macroniste, toujours 100% macroniste? Oui, j'allais dire que plus il a de difficultés, plus par tempérament je le suis. Écoutez, je trouve que Macron a un bilan, comme disait feu Georges Marchais, globalement positif. Vous êtes déjà à l'heure du bilan? Un bilan de 15 mois. Non, mais jusqu'à présent, et il ne faut pas exacerber les quelques fautes de quart qui ont pu avoir lieu. Puis, il ne faut pas être dupe de l'attitude du monde auquel vous appartenez, qui est le monde médiatique. Macron a humilié le monde médiatique. Un peu trop, le monde médiatique dont la perversité quotidienne participe de son métier, se venge allègrement. Léché, lâché, lynché? Non, mais je veux dire, Macron a eu raison à son arrivée de vous désintoxiquer, puisque François Hollande avait transformé l'Élysée en une gigantesque salle de rédaction. Donc il était temps que l'Élysée redevienne la résidence du chef de l'État. On savait que ça n'aurait pas pu tenir. Pour ça, il fallait une cure de désintoxication, comme vous êtes tous adaptables, de quelques mois. Bon. Et puis, il a continué à vous tenir à distance, et donc vous avez attendu la première occasion de vous venger. Je vous parle, vous, collectivement. Oui, je me sens personnellement atteinte, mais je fais un effort. Il vous l'a donné, vous en profitez. Bon, voilà, c'est de bonne guerre. Vous pensez que c'est de bonne guerre quand même? Vous pensez que les médias se vengent, c'est ça? Ah, je pense d'une certaine manière. Écoutez, moi, je veux dire, je suis un vieux Romanichel. Je sais comment fonctionnent les médias depuis une 40aine d'années. Je sais comment une forme d'artificielle déférence à l'égard des médias par les hommes politiques peuvent les amener à des indulgences excessives. J'ai vu des hommes d'État manipuler les journalistes par la déférence. Le plus grand d'entre eux, aujourd'hui disparu, était Michel Rocard, qui recevait les journalistes en tête-à-tête, qui prenait des notes, et dès que le type était sorti du bureau, qu'il les foutait à la poubelle. Bon. Donc Macron, c'est l'antithèse de ça. Donc de ce point de vue, il a créé un climat dont il est un peu aujourd'hui la victime. Enfin voilà, c'est l'écume des choses. On va continuer à parler justement de ce regard sur la communication, en tout cas Emmanuel Macron et les médias. Là, en ce moment, est-ce qu'il y a un couac au sein de l'exécutif? Là, ça fait 1 semaine, 10 jours, on attend, on a toujours le même ministre de l'Intérieur, on ne sait pas, on est perdu, nous les médias, comme vous dites. Non mais d'abord, je pense qu'il faut se rappeler l'histoire. Dans l'histoire de la République, le Premier ministre prenait autrefois la tâche la plus difficile en dehors de sa tâche de coordination. Ça va de Georges Clemenceau, président du Conseil, donc c'est-à-dire Premier ministre et ministre de l'Intérieur, à Pierre Mendès France, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, à Raymond Barre, Premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances. Donc, moi, ça ne me choque pas du tout que le Premier ministre soit ministre dans le domaine le plus difficile et le plus chaud. Alors, ça n'est plus dans la tradition, et évidemment, il va recéder la place Beauvau à un nouveau ministre. Mais quand on a ça à l'esprit, il ne faut pas s'affoler d'un intérim. Je veux dire, évidemment, l'État fonctionne, évidemment, le Premier ministre, plus que quiconque, est en état de prendre des décisions de ministre de l'Intérieur.
Premier élément. Deuxième élément, le fait que ça dure. Là aussi, il faut prendre un peu de distance. Vous dites si on prenait le temps, je vous dirais si on prenait la distance. Le pays qui est sur ce point-là, pas sur beaucoup d'autres points en ce moment, le plus civilisé, ce sont les États-Unis avec la période de latence qui est offerte au président élu avant sa prise de fonction. Tout à fait. Le pays le moins civilisé, c'est paradoxalement le pays historiquement le plus démocratique du monde, c'est la Grande-Bretagne, où ça dure 24 heures. Et puis la France est entre les deux. Je pense donc qu'on prenne le temps ne me choque pas. Je pense qu'il aurait mieux valu le dire au départ. C'est-à-dire dire, nous allons prendre entre 1 semaine et 10 jours pour faire un remaniement, et puis tout le monde aurait été silencieux. Cher Alain Minc, j'ai l'impression qu'il n'était pas en mesure de le dire dès le départ. C'est-à-dire qu'après, lorsqu'on analyse ce qu'a dit Édouard Philippe il y a quelque temps, en disant oui, on aura très rapidement une réponse, et aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne le savait pas et que petit à petit, ils sont en train de découvrir... Non, mais je pense que c'est évidemment plus difficile qu'il n'imaginait, mais que ça aurait été de sage précaution de se donner le temps d'une dizaine de jours. Bon, là, il y a 2 jours perdus parce que Macron est en Arménie dans l'exact exercice de ses fonctions pour un sommet international. Bon, tout ça n'est pas la fin du monde. Hein. Bon, alors, vous survivrez à cette attente et la France aussi. On verra, pas sûr. On va écouter Édouard Philippe tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Il a été interpellé comme hier et écouté, justement interpellé sur le fait qu'il y aurait peut-être un petit couac entre le président de la République et Édouard Philippe à propos du remaniement. Écoutez sa réponse. Vous auriez pu indiquer, monsieur le député, mais vous ne m'écoutez guère, vous auriez pu indiquer que dans l'ensemble des domaines, le gouvernement qui est là agit, poursuit le chemin qui a été tracé par le président de la République. Et pour conclure, je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Alain Minc, c'est du bluff ? Non. Non, je crois que ce n'est pas du bluff. Mais il faut revenir à la lettre de la Constitution. Le président de la République nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Donc c'est tout à fait normal qu'ils débattent. Et c'est tout à fait normal qu'ils débattent sur des postes importants. Pour ne pas parler du quinquennat actuel, rappelez-vous que l'excellent ministre de l'Intérieur que fut Bernard Cazeneuve, homme de grande qualité, a été nommé à la suite d'une discussion entre François Hollande et Manuel Valls, et il était le candidat de compromis. Chacun avait son candidat, et ils se sont mis d'accord sur le 3e homme. D'ailleurs, bonne dialectique, parce que le 3e était à l'évidence le bon. Donc voilà, c'est la vie normale. Alors, Édouard Philippe, justement, on vient de l'entendre, vous avez dit un jour, c'est Pompidou en 62, c'est Barre en 76, c'est-à-dire c'est exactement la même chose. Quand le général de Gaulle a sorti Georges Pompidou de la banque Rothschild pour le nommer Premier ministre, le général de Gaulle a désigné quelqu'un qui ne procédait que de lui. Quand Valéry Giscard d'Estaing a choisi Raymond Barre, qui n'avait pas de passé politique, il ne procédait que de lui. Et quand Emmanuel Macron, franchissant le Rubicon politique, va chercher Édouard Philippe ne procède que de lui. C'est d'ailleurs la différence de nature, quand on n'est pas en cohabitation, entre le président de la République et le Premier ministre. Je veux dire, le président de la République a été sanctifié par le suffrage universel. Le Premier ministre n'a été désigné que par le président. Donc il y aura toujours une différence de nature et de position. La cohabitation, c'est différent parce que celui qui a l'onction du suffrage universel la plus chaude, c'est en fait le Premier ministre. Donc ça crée un rapport de force de toute autre nature. Rapport de force d'une autre nature. On a l'impression qu'Édouard Philippe, effectivement, il est un peu l'homme révélé. Vous parlez tout à l'heure de Bernard Cazeneuve. On a l'impression que là, pour l'instant, Jean-Michel Blanquer aussi, mais Édouard Philippe, c'est quand même la révélation. Il a l'impression... Il y a plusieurs révélations dans ce gouvernement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand vous prenez des gens de la société civile, ce qui était le cas de Georges Pompidou, ce qui était le cas de Raymond Barre, Édouard Philippe était dans la sphère politique. Oui. Mais ce sont des gens qui, ou ils meurent tout de suite, ou ils se révèlent. Mais il n'y a pas de juste milieu, puisqu'ils étaient en dehors du tableau politique. Et donc, il y a
Philippe s'est révélé à coup sûr, mais Jean-Michel Blanquer, c'est une évidence. Muriel Pénicaud a fait un boulot exceptionnel. On sait ce que sont les relations du travail en France. Agnès Buzyn occupe tout l'espace. Je veux dire, il y a beaucoup de révélations dans ce gouvernement. On va s'arrêter pour voir un petit sujet sur Édouard Philippe, justement, qui est un peu, effectivement, comme vous dites, que le président de la République nomme sur proposition du Premier ministre. C'est un peu, peut-être un peu l'homme fort du moment. On regarde ce reportage de Sunkin. On dit de lui qu'il a pris de l'épaisseur en 1 an et demi d'exercice à Matignon. Du poids, au point d'avoir peut-être joué un rôle dans le départ de Gérard Collomb du gouvernement. Édouard Philippe, un chef du gouvernement qui très tôt semblait avoir trouvé sa place au sein de la majorité. En séminaire de rentrée à Tours, Édouard Philippe, le passionné de boxe, a prévenu les élus LREM. Cette année, mes amis, va être une année de bagarre. De bagarre politique et pacifique, mais de bagarre. Toujours prêt à monter au front, dans un style bien à lui, flegmatique, sarcastique. Après avoir choisi de consacrer votre temps de parole à des sujets qui sont véritablement des sujets de fond pour les Français. Un homme de droite, ancien militant rocardien, très proche d'Alain Juppé, Édouard Philippe s'est éloigné de sa famille politique le jour où il s'est rallié au président Macron. L'engagement politique, à mon avis, vaut largement l'étiquette partisane. L'engagement auprès d'un homme, Emmanuel Macron, qu'il distance dans les enquêtes d'opinion. Le Premier ministre grimpe selon un récent baromètre et creuse un écart de 12 points avec le président de la République. En tout cas, l'homme fort du moment, mais aussi le ministre de l'Intérieur. Est-ce que est-ce que je peux revenir bien sur sûr, cette séquence? Bien sûr. D'une certaine façon, Édouard Philippe n'a pas franchi un Rubicon politique. D'une certaine manière, Emmanuel Macron fait ce qu'Alain Juppé avait en tête de faire. C'est-à-dire ? Moi qui me présente comme le plus ancien des Juppéo-macronistes, des soutiens d'Alain Juppé, j'ai été le premier à rallier immédiatement Emmanuel Macron, pas seulement par hostilité à la candidature Fillon, mais aussi par une vieille affection pour lui. En réalité, c'est exactement la même équation politique. Alain Juppé avait dit « il faut couper l'omelette par les deux bouts », c'est-à-dire au fond l'alliance des raisonnables. Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron avec d'autres mots? Il appelle ça en même temps. L'un dit l'omelette, l'autre dit en même temps. Mais c'est à peu près la même chose. Donc de ce point de vue, Édouard Philippe n'est pas déconcerté. Il aurait été évidemment dans un gouvernement Juppé, peut-être pas Premier ministre, mais il aurait été dans un gouvernement Juppé. Donc on a là ce que j'ai appelé autrefois une expression qui avait fait rugir Jacques Chirac, parce qu'il était à l'époque dans sa période populiste. Après, on a connu des périodes hommes d'État de Jacques Chirac. Oui. J'appelais ça le cercle de la raison. Eh bien, ils sont dans le cercle de la raison. D'accord. Donc, le fait d'avoir pris... Et dernier point, quand vous parlez homme fort, pas homme fort, sondage, pas sondage, tout ça existe, bien sûr. Mais il ne faut jamais oublier que dans la monarchie qui est la nôtre, qui est une monarchie élective, le chef de l'État a été élu par 65% des voix. Ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est un fait indépassable. Bon. Et c'est ce qui lui donnera, jusqu'au dernier jour de ce mandat-là, sa légitimité. 17% à peu près. Combien au premier tour? Son 65. Socle. Mais son socle au premier tour. C'est-à-dire le réel socle d'Emmanuel Macron. Dois-je vous rappeler que ce président désormais encensé qu'est Jacques Chirac, pour son premier mandat, avait moins de 20%. Mais en tout cas, Jacques Chirac n'avait pas été aussi décrié 15 mois après Emmanuel Macron. Son premier mandat, après avoir changé de politique économique en 95 et d'avoir subi les grèves de 95. Ah non, je crois qu'il aurait adoré être considéré comme Macron aujourd'hui. Vous pensez qu'Emmanuel Macron, c'est tout à fait normal qu'il soit décrié aujourd'hui, presque? Presque tous les présidents le sont à ce degré-là. En plus, l'insatisfaction quotidienne est un grand rite de la vie française, ce qui ne change pas le fait qu'au moment des vrais choix, et les Français redeviennent plutôt raisonnables. On peut se passer de ministre de l'Intérieur, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. J'ai pas dit ça. D'accord. J'ai dit, on pourrait se passer, si c'était un choix politique, d'un Premier ministre qui
prend la fonction de ministre de l'Intérieur pour montrer la dimension qu'il lui donne. Alors, là, on est dans un cas temporaire. Voilà, à partir du moment où on a dit qu'on va nommer un autre Premier ministre, s'il restait Premier ministre, vous partiriez tous au galop sur le thème il reste Premier ministre parce qu'on n'a pas trouvé de ministre de l'Intérieur. Absolument. Donc, évidemment, vous aurez un ministre de l'Intérieur avant la fin du week-end. Voilà, rassurez-vous, vous l'aurez. Mais je pense aussi qu'il faut, au-delà de ça, avoir un vrai respect des vraies institutions étatiques. Mais justement, j'allais y venir sur les institutions. Les policiers font leur boulot. Les non, mais ça veut dire qu'on peut s'en passer alors. Ça veut dire qu'on peut rester combien de temps sans ministre de l'Intérieur? Non, il faut une incarnation politique, c'est la loi de la démocratie. Juste une incarnation politique? Oui, mais une incarnation politique, ça incorpore quelque chose qui fait que je regrette ardemment que Gérard Collomb ne soit pas parti beaucoup plus tôt au moment de l'affaire Benalla. Moi, je pense, contrairement à ce qu'a dit le président de la République, que la théorie du fusible est un élément de la démocratie. Et je pense que quand Georgina Bufoy, au moment de l'affaire du sang contaminé, a eu cette phrase qui a été si décriée, « Je suis responsable, mais pas coupable », elle disait quelque chose d'extraordinairement vrai. Dans les autres démocraties, en réalité, les ministres sautent quand ils sont responsables sans être coupables. Et donc, je regrette beaucoup que Collomb n'ait pas eu, disons, le bon goût de partir en juillet dernier. Il semblerait qu'il aurait proposé à ce moment cette démission qui aurait été refusée déjà à ce moment-là. Donc je vous laisse responsable de votre propos. Mais pas coupable. Mais pas coupable. Pour reprendre vos mots. Mais est-ce que, justement, ça n'aurait pas été aussi jouer le jeu, justement, du fusible? Est-ce que ça n'aurait pas été reproché aussi que Gérard Collomb soit parti plus tôt? Là, il est parti, tout aurait été reproché. Là, il est parti quand même en disant... Non, mais là, c'est grotesque. Ce qui s'est passé, est grotesque. On ne comprend pas. De sa part. On comprend pas. Sa part. Oui, mais moi, je ne suis pas le cerveau annexe de Gérard Collomb. Je veux dire, je pense que la théorie du fusible aurait dû jouer beaucoup plus tôt. Là, cette espèce de fuite, d'habitude, Nicolas Hulot, dont la politesse n'a pas été, en matière de démission non plus, la première qualité, au moins il a attendu tranquillement, en faisant ses cartons dans son bureau, l'arrivée de son successeur. Là, c'est incroyable. J'avais d'autres questions à vous poser, mais pendant qu'on est... Mais on verra s'il ne portera pas cette stigmate sur son front au moment des municipales. Gérard Collomb. Alors justement, parlons de Gérard Collomb, restons avec lui. Les municipales, il quitte le pouvoir pour le pouvoir local, on va dire. On va écouter encore ce moment, cette passation de pouvoir qui est un peu marquée, qui était glaçante, et cette phrase qu'il a dite où on va réagir. Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran, c'est que la situation est très dégradée. On ne peut plus continuer à travailler commune par commune. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Vous l'avez trouvé grotesque, mais là, justement, moi, ce qui m'a choqué, par exemple... Non, mais allez-y, allez-y. Ce qu'il dit... J'ai des questions à poser. Évidemment, non, mais je l'ai dit. Ce qu'il dit est un diagnostic que nous connaissons tous et qui est parfaitement juste. Tout à fait, j'allais y venir. Mais que je sache, ce diagnostic venant d'une autorité académique, venant d'un journaliste, venant d'une personne qui joue l'observateur, c'est un diagnostic bienvenu et qu'il faut inlassablement répéter. Mais attendez, il a été en charge 18 mois. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Il peut dire « je n'ai pas réussi à transformer cette situation dans cette période autant que je l'aurais souhaité ». Ça, je peux parfaitement comprendre. Surtout qu'on a affaire à des phénomènes de société lourds et qu'il faudra probablement corriger en une génération. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais là, de ce style-là, il me fait penser à quelqu'un, vous en souvenez peut-être pas, qui était Juan Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, bien sûr. Qui pendant la crise de 2008-2011 la commentait.
Enfin, il était président de la commission et il nous faisait part, spectateur avec, et pas acteur. avec un talent journalistique incontestable de son visée, de son analyse. C'est ce qu'a fait Collomb. Sur le perron, en train de partir, voilà, en train de dire voilà, c'est pas acceptable. Et la tête très rageuse du Premier ministre était plus que bienvenue. Vous avez souligné justement ce qu'il faudra corriger et il faudra une bonne génération. Ce sont justement, c'est ça aussi, le face-à-face, côte à côte. Enfin, c'est surprenant et c'est vrai, c'est une réalité. Des inégalités. Je vais d'abord vous montrer un reportage sur les inégalités. On en a un peu parlé aujourd'hui, les inégalités en matière de soins, en matière de santé, d'accès aux soins. On regarde ce reportage de Jean-Luc Thomas et Romain Ripoteau sur les inégalités de soins. Comptez en moyenne 80 jours d'attente pour une consultation chez un ophtalmologiste, 61 jours chez un dermatologue, 50 jours chez un cardiologue. Si chez le médecin généraliste, un cas sur deux obtient un rendez-vous en 2 jours, les délais varient en fonction des spécialités et révèlent de fortes disparités selon les régions. Car en toute logique, plus la densité de médecins est faible, plus le temps d'attente est long. Dans un cas sur 2, il faut moins d'1 mois pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste dans l'unité urbaine de Paris. Et dans un cas sur 2, il faut quasiment 3 mois pour obtenir un rendez-vous dans un petit ou un moyen pôle. Dans 17% des cas, les patients ne parviennent pas à obtenir un rendez-vous dans les communes rurales isolées. Dans ces cas, plus de la moitié des patients contactent un autre professionnel. 32% renoncent à se faire soigner. Seuls 3% se reportent vers les urgences hospitalières. Les délais d'attente sont plus courts lorsque la demande de rendez-vous fait suite à l'apparition ou à l'aggravation de symptômes chez le patient. Par exemple, chez le médecin généraliste, la moitié des prises de contact aboutissent à un rendez-vous dans la journée en cas d'apparition ou d'aggravation de symptômes. Le rendez-vous chez le médecin, quelle que soit sa spécialité, peut être avancé en cas d'urgence. La question des délais constitue le deuxième motif de renoncement aux soins après des raisons financières. À la inégalité, ça c'est quand même très surprenant de voir qu'on était quand même un pays plutôt exemplaire en matière d'égalité. Maintenant, on a l'impression qu'on recule. On peut parler de la santé avant de parler des inégalités en général. Oui, inégalité en matière de santé. Non, mais votre question était plus large. Plus générale. En matière de santé, avant de mettre l'accent à juste titre sur ces inégalités, il faut quand même qu'on se répète que la France conserve probablement un des meilleurs systèmes de santé du monde. Et que chacun sait que quand il a une affection lourde, on est traité dans un CHU à Paris ou en province, car les grands CHU de province valent les CHU parisiens, d'une façon qui fait encore l'admiration du monde. Et quand vous voyez le nombre d'étrangers qui viennent se faire opérer en France à cause de la qualité des très grands médecins qui sont à certains égards des saints laïcs. Parce que quand vous voyez ce qu'est la vie d'un prof, chef de service, entre ses opérations, s'il est chirurgien, ses recherches, son enseignement, et pas toujours de clientèle privée, parce que beaucoup refusent, vous vous dites, il y a un côté de sainteté laïque, que vous retrouvez aussi chez les infirmières. J'ai reçu le professeur Kayat, justement, qui est célèbre cancérologue, qui disait qu'on était le premier pays au monde en matière de soins du cancer. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut le souligner. Il faut le souligner. Alors après, les inégalités telles que celles que vous avez décrites, elles sont au point de rencontre, parce que, en effet, je ne sais plus combien de jours chez un ophtalmo, mais finalement, chez un généraliste, il y a une urgence. 80 jours d'attente. Oui, mais chez un généraliste, la journée, ou une journée, s'il y a une forme d'urgence. C'est lié à un problème qui est, d'une certaine façon, un trop grand libéralisme, à mon avis, dans le choix laissé aux étudiants d'aller vers telle ou telle spécialité. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire la conséquence directe. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'ophtalmo. Tout à fait. Bon, on ne fixe pas le nombre annuel d'ophtalmo, on n'est pas un système bureaucratique. Mais à l'inverse, on n'a pas des mécanismes pour diriger les étudiants médecins vers les spécialités qui sont en manque. Ça, c'est une interrogation. Alors, au-delà de ces inégalités, je veux dire peut-être que dans la société française, un des domaines où, malgré tout, il y a le moins d'inégalités, c'est la santé. J'ai été très sensible, par exemple, aux déclarations qu'après avoir été traité pour son cancer à, je crois, Lariboisière, ou un autre hôpital de cette région-là, avait fait Bernard Tapie, qui avait voulu être soigné comme tout le monde,
qui faisait sa chimio Absolument. dans la salle avec tout le monde et qui montrait d'une certaine manière que, connu ou inconnu, vous êtes traité de la même façon. Dans les autres domaines de la vie, les inégalités dans les autres sont domaines plus de la vie, grandes. voilà, ça m'intéresse. Inégalités culturelles, éducatives, sociologiques. Là, on a vraiment l'impression que ces inégalités se sont accrues. On a régressé. On a régressé. Pourquoi? On a régressé. Pourquoi? Au fond, pour ce qui est des études, et en particulier de la poursuite d'études jusqu'au sommet, le capital culturel, comme disait Pierre Bourdieu, compte de plus en plus. C'est-à-dire, au fond, l'avantage que vous donne votre milieu d'origine. C'est vrai, les chiffres ont été cités récemment, qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 1% d'élèves de l'école polytechnique qui viennent de milieux ouvriers. Il y en avait beaucoup plus avant. Il y avait plus d'ouvriers, mais il n'empêche. Donc, cette accentuation du capital culturel, comment elle s'explique? Tout simplement parce que l'école, qui est là pour corriger les inégalités culturelles, n'a pas rempli son rôle. C'est pour ça que vous applaudissez le retour au bon sens. La décision de Jean... Non, mais j'approuve toutes les... Non, le ministre de l'Éducation nationale qui a décidé de doubler les CP. Toutes les décisions de Jean-Michel Blanquer qui relèvent de quelque chose de très étonnant, qu'on a oublié en matière éducative pendant des décennies, et qui s'appelle simplement le bon sens. En matière d'éducation. Là, vous dites qu'il faudra quand même une génération. Moi, j'avais lu un article qui avait un peu... Je vous donne l'exemple d'une génération. La décision de la division des classes en CP dans les zones en difficulté. Tout à fait, qui est une décision très qui est une décision qui est intelligente, rationnelle et bien accueillie. On ne saura son efficacité que dans 15 ans. Ces gosses-là entreront dans l'enseignement supérieur. Bon. Donc, ça veut dire ils ont 6 ans, ils entreront dans une demi-génération. Dans 12-13 ans, on saura. On saura. En tout cas, on va se retrouver dans un instant pour parler, commenter encore l'actualité. L'inégalité, les inégalités se sont accrues. On va rester sur ce thème et on se retrouve dans un instant avec Alain Marc pour commenter l'actualité, si on prenait le temps. 17h40 sur CNews, toujours en direct avec Alain Minc pour Si on prenait le temps. Vous nous disiez il y a quelques instants que, par exemple, la réforme Blanquer sur le dédoublement des classes de CP, on verrait les résultats dans une bonne quinzaine d'années. Je vais m'arrêter un petit peu sur votre parcours. Vous, qu'est-ce qui a fait de vous qui vous êtes? Vous êtes diplômé des mines, de Sciences Po, major de promotion à l'ENA, en même temps que Martine Aubry, on peut le rappeler. Pourquoi ce parcours? Qu'est-ce qui vous a aidé? Alors, je rappelle que, d'après ce que je sais, vous avez un père dentiste, grand résistant, communiste. Vous n'avez pas du tout le même parcours, en tout cas en termes d'idées. Qu'est-ce qui vous a emmené à ce parcours? Mais par rapport à votre question précédente sur les inégalités... Vous n'aimez pas répondre à ma question? Non, mais je vais y venir. Ah bon, d'accord. Non, je fais pas... Par rapport à votre question précédente sur les inégalités et à ma réponse sur le capital culturel, moi, j'étais dans un milieu à capital culturel extrêmement élevé. C'est-à-dire, il était naturel dans ma famille, pour ma sœur comme pour moi, que nous lisions chaque jour, au moins 1 heure, voire davantage. Donc, de ce point de vue, j'avais un atout formidable. Peu importe que mes parents soient arrivés en France en 1931, j'avais le bagage de ce capital culturel. Alors avec ça, après, quand vous avez un peu de savoir-faire, vous réussissez dans le système français. Bon, il y a des gens qui sont bons au 100 mètres, moi j'étais bon dans les épreuves scolaires, voilà, pas plus, pas moins. Après, et votre sœur, je crois qu'elle est prof, enseignante. Non, ma sœur était médecin, elle est retraitée. Après, j'aurais pu en effet, j'ai commencé à l'école des mines pour suivre une carrière d'ingénieur. Mais d'une certaine façon, l'univers du pouvoir, des pouvoirs, de la responsabilité publique ou privée m'intéressait. Voilà. Et puis vous êtes poussé quand vous êtes bon, les profs vous disent tu fais ça, les proviseurs vous mettent dans la bonne classe. Quand on est du bon côté, ce système marche merveilleusement bien. Le problème, c'est qu'en France, on n'est pas toujours... Quand on n'est pas du bon côté, il n'y a pas beaucoup d'épreuves de rattrapage. Vous avez même dit dans un article dans Libération en juillet qu'on risque l'insurrection. Ça quand même surpris beaucoup. Non, mais je pense, mais ça c'est un autre sujet. Je pense que le degré d'inégalité, on n'a pas parlé des inégalités monétaires qui deviennent excessives. C'est encore un autre sujet. Je pense que le degré d'inégalité, le sentiment d'exclusion, qui n'ont rien à voir avec la politique du gouvernement actuel, c'est
40 ans d'évolution qui sont là peuvent faire que ce qu'on a connu dans les banlieues en 2005 peut demain se reproduire. Je ne crois pas du tout à une insurrection révolutionnaire, mais des Vous dites une insurrection locales imprévisibles, les quartiers, un mouvement comme les bonnets rouges en Bretagne contre l'écotaxe, qui n'avait pas de fondement vraiment rationnel, mais qui était une pulsion, ce genre de phénomène d'explosion violente et locale est quelque chose qui nous menace chaque jour. Mais qui ne menace pas que la France. Je veux dire, dans ce pays incroyablement confortable qu'est la Suède, où l'État-providence marche merveilleusement bien, où il n'y a pas de chômage, les émeutes n'ont pas été des émeutes des banlieues, ce furent des émeutes de centre-ville. C'est chose qu'on n'a jamais connue à Paris. Donc ne disons pas qu'il y a une exception française. C'est le propre de toute l'Europe occidentale. Un mot sur le pape aujourd'hui. On ne vous interroge pas souvent sur des sujets de société. Aujourd'hui, le pape a parlé justement de l'avortement. On va écouter un peu ce qu'il a dit et vous nous donnez votre réaction. Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Alors, l'avortement comme tueur à gages, est-ce qu'il a été trop loin? Le pape, il se radicalise? Écoutez, j'ai adoré le pape du début, celui qui dit à propos des homosexuels « Qui suis-je pour juger ?» Phrase bouleversante. J'ai du mal à penser que c'est le même homme qui tienne ce propos. Parce que qu'il soit attaché à la doctrine de l'Église en matière d'avortement, mais même si elle me semble décalée par rapport au monde dans lequel nous vivons, on peut le comprendre. Ne pas l'approuver, mais on peut le comprendre. Mais pas avec ces mots. Donc je pense que le pape est fatigué, et il est fatigué parce qu'il a affaire à une crise de l'Église qui me semble extraordinairement profonde et sans précédent. L'Église a souvent connu des conflits, mais contre les États, y compris d'ailleurs contre la monarchie française. Mais ça, c'était des conflits simples, c'était des conflits qui la renforçaient. Aujourd'hui, l'Église est dans une société et elle finit par ne plus comprendre cette société. Le problème de la pédophilie, tel qu'il est, il se pose aujourd'hui à l'intérieur de l'Église, c'est un cancer qui va la ronger, sauf si elle prend les mesures pour résoudre ce problème. Par exemple, le célibat des moi, ça me paraît évident. Je veux dire, il ne faut pas avoir lu 1000 pages de Freud pour penser que les pulsions existent. Et que l'ablation des pulsions n'est pas chose aisée, en particulier pour de grandes masses de gens comme tous les prêtres. Bon, je trouve donc que le célibat des prêtres, de ce point de vue, est une catastrophe pour l'Église. Et quant au fait de dire qui est l'argument qu'un prêtre doit se donner entièrement à ses paroissiens, à l'amour de Dieu, que je sache, ni les pasteurs, ni les rabbins n'ont un lien avec Dieu. Moi, je suis un athée absolu. N'ont un lien avec Dieu atténué parce qu'ils sont mariés et ont une famille. Mais l'Église ne pourra pas gérer ça facilement. Ok, elle va faire une opération de transparence. Encore que je suis très choqué par l'idée que ce soit une commission parlementaire qui fasse la vérité sur l'Église. Je pense que l'Église, mais qui n'est pas commandée, qu'elle a su l'être, comme elle savait l'être du temps de Jean-Marie Lustiger, du cardinal de Courtrai, devrait faire ce qu'elle avait fait sur l'affaire Touvier, c'est-à-dire une commission indépendante qu'elle initie, présidée à l'époque par un grand intellectuel catholique qui était René Raymond. Il y a suffisamment de grands intellectuels catholiques pour présider des commissions indépendantes. Je trouve au fond de moi-même que l'irruption d'une commission parlementaire est, non pas légalement, encore qu'il faudrait vérifier, est contraire à l'esprit de la loi de 1905. Lorsque l'Église, justement, entre dans la discussion, pour prolonger cette discussion sur la PMA, la GPA, lorsque, justement, le pape dit que les enfants d'homosexuels doivent avoir des psychiatres, ça vous révolte? Je trouve qu'il faut faire... qu'il reste collé à la doctrine, et à cette doctrine-là, je pense qu'il a tort, mais c'est comme ça et je peux le comprendre.
mais je pense qu'un minimum de compréhension de la société exigerait de le faire avec l'incroyable élégance qu'il avait eue vis-à-vis des homosexuels au début de son mandat. Et quand je dis c'est pas une boutade, je pense que le pape est fatigué. Je crois qu'on n'imagine pas ce qu'est la pression perverse et conservatrice sur lui de la curie romaine. Je veux dire, quand le pape, à chaque fois qu'il prononce des vœux vers la curie, le ton sur lequel il leur parle, c'est l'image des frustrations qu'il ressent, c'est-à-dire qu'il est emprisonné. Le pape est là depuis 5 ans. Oui, qu'il est emprisonné, voire un pantin, voire manipulé. Non, mais il est emprisonné, c'est-à-dire il est là depuis 5 ans. Il a été d'une brutalité sur la curie enfin justifiée. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas demain que l'Église élira encore un jésuite, parce que les jésuites, ce sont les trotskistes de l'Église. Bon, et donc, il y avait un bon usage de ça. Et il n'a pas pu changer les choses. Au fond, c'est une course contre la montre. Et pour des raisons évidentes, la curie va la gagner. Et c'est une catastrophe pour l'Église. Alain Mac, j'ai une dernière question à vous poser. Si il fallait choisir un problème, une question, le plus gros problème aujourd'hui dans la société, dans la politique, aujourd'hui, ça serait lequel? Là, maintenant. Pour nous, Européens, il n'y a qu'un seul sujet, à mon avis, dont on ne parle pas, qui n'a rien à voir avec nos petites discussions villageoises, comme on les a eues tout à l'heure. Villageoises, c'est la crise italienne. La crise italienne. Qui est en train de se passer en Italie à 2 dimensions. Une dimension d'ascension du populisme qui sent mauvais, par la jonction des 2 populismes de gauche et de droite. Et une dimension de crise économique gravissime par le fait que les Italiens vont créer un affrontement à l'intérieur de la zone euro qu'on n'a pas connu. Il y a une grande différence entre la Hongrie et l'Italie. L'attitude de la Hongrie est très détestable, mais elle participe d'un club qui s'appelle l'Union européenne. On n'aime pas ça, on a tendance à mettre M. Orban en bout de table parce que ça sent mauvais, mais on peut vivre avec. En revanche, d'avoir au cœur de la zone euro, le 3e pays de la zone euro, prendre la tangente, partir dans une politique économique absurde, dont les Italiens payeront le prix, mais dont nous aussi, nous allons payer le prix, ça, c'est une vraie angoisse. À la Mac, ça, c'est une question aussi qu'on pose souvent. On se demande, est-ce que nous, on ne va pas devenir justement la prochaine Italie? Est-ce qu'on n'aura plus Matteo Renzi, Emmanuel Macron? Mais vous plaisantez. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, les marchés, dont l'importance est décisive, considèrent désormais la France comme un pays du Nord. D'habitude, avant, quand il y avait une crise dans un pays du Sud, elle se répercutait. Alors elle était grande en Italie, puis elle était plus faible en Espagne, si elle n'était pas espagnole, un tout petit peu plus faible en France, mais on était concernés. Depuis l'élection de Macron et la crédibilité internationale qui est la sienne, nos taux d'intérêt sont rivés à l'Allemagne avec un écart qui ne bouge pas. Vous ne craignez pas le populisme en France? La montée du populisme du risque de crise. Vous m'avez parlé de 2 axes. Écoutez, populisme et économique. OK, pour l'économie sur le populisme, la question, posons-la comme ça. Est-ce qu'il y a un risque de nature italienne, c'est-à-dire de jonction des 2 populismes? Exactement. Les inégalités poussent la montée justement des 2 extrêmes. De ce point de vue, il faut mettre sous une cloche et conserver très longtemps Jean-Luc Mélenchon à la tête de la France Insoumise et Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National. D'abord Mélenchon. Mélenchon est un homme de gauche. Il a un ancrage historique de gauche. Il ne s'alliera jamais avec Marine Le Pen. Et Marine Le Pen... L'électorat peut-être. Non, mais il peut y avoir des transferts électoraux, c'est pas pareil qu'une alliance politique. Marine Le Pen, pour des raisons symétriques, mais autant j'ai beaucoup de désaccords, mais de la sympathie pour Jean-Luc Mélenchon, autant c'est évidemment pas le cas pour Marine Le Pen. Après eux, je ne sais pas. Après eux, je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que les leaders qui leur succéderont auront, disons, la même histoire politique. Aujourd'hui, l'histoire politique de Le Pen et de Mélenchon seront et demeurent antinomiques. En tout cas, a priori, je reçois ici Marine Le Pen lundi prochain. Je lui poserai la question. Merci beaucoup Alain Mac. Je passe la main à Laurence Ferrari dans Punchline. Laurence Ferrari, quels seront vos thèmes aujourd'hui ?
Bonsoir Christine. Eh bien, la phrase la plus importante du jour, ce n'est pas celle d'Édouard Philippe, c'est encore moins celle d'Emmanuel Macron, c'est celle du pape François. Avoir recours à l'avortement, c'est avoir recours à un tueur à gages. Est-ce que c'est choquant pour vous? Est-ce que c'est normal que le pape, qui est le chef de l'Église, se prononce pour la préservation de la vie, lui qui est le représentant de la curie ultra-conservatrice à Rome? On va en débattre. Débat passionné dans un instant dans Punchline. À tout de suite. Merci beaucoup Laurence Ferrari. En tout cas, Alain Mac, vous êtes choqué justement de cette sortie du pape. À suivre tout de suite. Merci encore d'être là. À suivre tout de suite Punchline sur CNews. Merci.